La poésie ne va pas me sauver, encore moins mes sœurs. La poésie me permet juste d'écrire plus fort ce que je ne cesse de chercher dehors. L'égalité. L'égalité sous tout rapport. L'égalité d'Ève face à Adam, l'égalité de Yaël face à Joshua, ou encore de Yasmina face à Mustapha. Cette égalité me plaît. Elle me plaît même si, en pratique, beaucoup ont saigné pour essayer de l'atteindre. Beaucoup vont continuer de saigner pour l'atteindre, comme s'il fallait cela pour nous rappeler les origines rouges de Lénine à qui l'on doit le 8 mars. Le 8 mars comme date anniversaire internationale de l'honneur amer que l'on fait aux femmes. L'honneur qu'on leur fait pour leur rappeler, parfois sourire en coin, le long, très long chemin que la majorité des hommes n'est pas prêt à parcourir pour cette fameuse égalité. Le 8 mars pourrait également être la date anniversaire de toutes les traditions patriarcales qui nous poursuivent siècle après siècle. Des traditions confirmant le machisme religieux, économique et culturel qui, à base de légendes et de contes de fées, endorment provisoirement ou définitivement celles qui veulent bouleverser l'ordre établi. L'ordre qui arrange bien tous les cons qui gueulent fort pour réclamer leurs privilèges. Tous les cons qui gueulent fort pour remettre chaque femme à sa place. Tous les cons qui, une fois à court de mots, lèvent la main sur la femme. Cette femme, ô sacrilège, ayant oublié sa place. Vous savez, cette place qu'elle doit naturellement occuper dans cette nature si bien contrôlée par l'homme. Parce que quand un con qui gueule fort pense avoir raison, il inculque toutes ses chères valeurs à tous les garçons de la maison. Même si dehors on crie très fort pour l'égalité, les gestes et les mots de l'homme qui gueulait fort poursuivent tous les garçons quand ils sortent au dehors. Dehors où tout se complique pour les garçons. Dehors où commence alors le parcours du combattant, du garçon devant s'accepter tel quel dans ses misérables forces et faiblesses. Dehors où commencent les violentes confrontations entre les comportements faussement masculins inconsciemment intériorisés et les aspirations égalitaires qu'une personne justement émancipée pourra peut-être leur inculquer. Si le parcours du combattant est ingrat avec celui qui veut lutter pour les droits de l'homme, imaginez un instant le parcours du combattant qui veut lutter pour les droits de la femme. J'ai entamé ce parcours il y a quelques années, par impuissance face au mythe masculin qui se déconstruisait en moi, par impuissance face à des mythes ridicules quand on y pense vraiment, avant de commencer à construire un autre idéal masculin, avant de redéfinir l'amour fraternel que je devais à toutes les femmes, avant de comprendre enfin toutes les opportunités de puissance que l'on s'offrait mutuellement, toutes les puissances que l'on s'offrait en arrêtant de ne valoriser qu'une seule moitié du monde, en commençant par mieux comprendre le poids que chaque excuse religieuse, économique et culturelle fait peser sur toutes les femmes. Un poids sans commune mesure. Ma grande sœur, ma mère ou encore mes nièces m'ont aidé à mesurer tout cela. Elles m'ont permis de mesurer l'ampleur des droits que des hommes comme moi refusaient à des femmes comme elles. Elles m'ont permis de commencer à regarder de plus près tous les comportements que j'avais hérités d'une légendaire supériorité masculine. Mais les légendes, vous le savez bien, elles n'existent que pour une seule raison, flatter l'ego de quelques-uns. Cette prétendue supériorité masculine n'est-elle pas révoltante quand on sait que chaque vie naît d'un mélange parfaitement égal
entre un apport féminin et un apport masculin? C'est cet équilibre biologique qui donne vie à toute vie humaine, n'est-ce pas? Mais c'est aussi cet équilibre initial que l'on se tue à oublier en se confortant dans des constructions sociales rigides. Rigides par rapport à la place que doit occuper une femme ou un homme aux quatre coins du monde. En fait, mes sœurs m'ont fait comprendre une chose très simple. Je ne peux pas parler d'égalité sérieusement si l'émancipation que je souhaite ne s'adresse qu'aux personnes du même sexe que moi. Je ne peux pas sérieusement utiliser les particularités féminines ou masculines pour affirmer que l'homme est supérieur à la femme ou que la femme est supérieure à l'homme. Aucun des deux n'est supérieur à l'autre. Pourtant, l'histoire mondiale a jusqu'à aujourd'hui majoritairement avantagé les hommes. Peut-être que la racine de tous nos maux se trouve à cet endroit. Peut-être que la racine de tous nos problèmes se trouve dans l'oubli des équilibres. Tant des équilibres extérieurs que des équilibres intérieurs. Que diriez-vous si les véritables égalités se trouvaient non pas dans l'égalité des classes économiques, non pas dans l'égalité des couleurs de peau, mais d'abord dans l'égalité des sexes? Pour ma part, grâce à mes sœurs, ma mère ou encore mes nièces, j'apprends à reconnaître tous les jours la puissance que c'est d'avoir des femmes et des hommes autant libres les unes que les autres. Je soutiens cette puissance tous les jours et je vous le souhaite également. A true heroine. Seek no more, there goes your diamond in the rough, working on the field and taking care of the children. But wait, this little one is not at an age to have a child, because she is a child herself, coming of age to become a woman prematurely. We were taught to be the masters of our faith. But what does that imply? Does that imply to enforce the dramatic consequences of our ignorance upon the life of others, and particularly this child on her path to become a woman? The reason I'm saying this is because we are blinded. Better yet, we choose to not see. Blinded by a visual object, a screen, a mere object, in the form of a phone, a tablet, a simple pleasure. So what can possibly be wrong? As long as I'm the beneficiary of this item that was manufactured with the tears and the blood of this child on her path to become a woman, we choose to not see. The history books kept us aware of the atrocities of the Second World War. But who is making us aware of the most murderous conflict since World War II? More than 5 million killed and 100,000 women raped. This child, on her path, does not have the choice to master her faith, but was forced upon. So how does this possibly concern us, may the Congo War skeptics say? Directly is my answer. I will not be the voice of the women of Kivu, but the next time our phone alarm will wake us up, may the cries of this child on her path to become a woman keep us awake. L'Est du Congo est une région extrêmement riche en minerais, en coltan, qui sont nécessaires pour nos GSM. En fait, c'est un sous-sol extrêmement riche et loin d'être une manne pour les habitants, c'est en fait une malédiction parce que ça attire la convoitise de multinationales, d'élites locaux, de pays africains voisins. Et donc, beaucoup de gens ont intérêt
à ce que cette région reste un chaos pour rester une bijouterie à ciel ouvert où les gens peuvent venir se servir comme ils veulent. Et ça fait 15 ans qu'il y a des bandes armées, des bandes rebelles qui ravagent la région et qui utilisent comme arme de destruction massive le viol, qui est utilisé comme arme de destruction, comme stratégie de guerre pour terroriser la population. Et ces viols se font avec une extrême violence, et c'est comme ça que je suis amené, avec le docteur Denis Mukwege, qui lui soigne les femmes depuis maintenant 15 ans, il a déjà soigné 40 000 femmes, il a déjà réparé 40 000 femmes. Ce viol avec extrême violence détruit complètement le tissu social, parce que ce viol se fait devant le mari est déshonoré, la femme ne sait plus enfanter tellement il y a eu une destruction de l'appareil génital, et là on touche au cœur de la vraie richesse des Congolais, c'est-à-dire la fertilité. Et lorsque on travaille avec Denis, on se retrouve face à des mutilations invraisemblables, et je pense que le défi du siècle qui va venir, c'est cette violence qu'on fait aux femmes, car ça commence par la simple violence conjugale qu'on a chez nous, les mariages précoces et forcés, et puis cette forme ultime de la violence qui est un génocide basé sur la destruction de l'appareil génital de la femme. Le corps d'une femme n'est pas un champ de bataille. Et c'est absolument dingue qu'une moitié de la communauté, la moitié de l'humanité, soit comme ça sous le joug d'une autre moitié qui pense que le corps de la femme leur appartient, comme si c'était une appropriation collective. Et c'est pour ça que les viols sont banalisés. C'est parce que le corps d'une femme ne lui appartient pas. Les relations entre Adeito Kalisaï et Kiro Bizimungu étaient de nature particulière. Ils s'étaient rencontrés, si l'on peut dire, dans le territoire de Mwenga, dans le sud Kivu, là où quelqu'un, assurément un grand sorcier de la mondialisation, avait décrété que la terre était plus fertile qu'ailleurs, parce que pleine de cailloux et de métaux rares, et qu'il suffisait de la gratter un peu pour pouvoir multiplier les options sur n'importe quel téléphone de nouvelle génération. Le devin avait prétendu qu'il suffirait de saigner la terre du Kivu en surface pour posséder des satellites de télécommunication aux performances et aux spectres les plus époustouflants. Là-bas, en instaurant le ravage perpétuel, ce qui n'était pas très compliqué, on se donnerait les moyens de développer un armement à la technologie tellement sophistiquée qu'on deviendrait à jamais invincible. En poussant l'effort un peu plus loin, si on parvenait à éradiquer sa population le plus silencieusement possible, on pourrait atteindre le stade de maître parmi les maîtres du monde. Ainsi, les hommes de Kiro Bizimungu, dit commandant Cobra Zulu, avaient débarqué par camion afin de contribuer à réaliser l'utopie d'ex-d'hommes d'État et de militaires réunis à Oruguiro village. Il s'agissait de radicaliser l'entreprise d'exploitation à laquelle Kiro et les siens avaient pris la décision de se vouer. Quant aux habitants du Kivu qui ne voulaient ni se terrer ni disparaître, il fallait les épouvanter de telle sorte qu'ils finissent par quitter la terre de leur plein gré. Accéder au Nobel de la paix est une chose,
Conquérir le Global Citizen Award de la Clinton Global Initiative en est une autre. On n'y allait pas par 4 chemins. Le bataillon de Cobra Zulu était dans un premier temps déployé pour prendre le village en tenaille. Puis, les coups de feu avaient crépité, semant la confusion la plus totale. Des hommes, des femmes et des enfants avaient été abattus sur le champ. On avait sorti les habitants des cases et des maisons, et on les avait réunis à un carrefour où il y avait un petit marché, quelques ligablos, ainsi qu'une station de Toleka. Quelques coups de crosse avaient suffi aux soldats pour faire sauter les dernières planches d'un panneau publicitaire. À la place, sur les barres de fer qui apparurent, on attacha à l'aide de fils électriques un homme tiré de la plus grande des maisons. Il ne se débattit pas. On lui arracha sa chemise, son pantalon, et il resta nu. Les pieds écartés, les bras en croix, il contemplait la foule devant lui. D'habitude, l'endroit était animé par les villageois venus acheter les denrées de première nécessité qu'offrait le petit centre commercial qui s'étalait le long de la route. Aujourd'hui, le spectacle était tout autre. Il s'agissait pour la population présente d'assister à la manifestation de l'ordre nouveau qui s'était instauré au Kivu et dans tout l'est du Congo. Quelques jours auparavant, un convoi composé de soldats rwandais et de rebelles avait été attaqué par des Maï-Maï non loin de là, et il y avait eu de nombreuses pertes. Il s'agissait de rappeler au plus grand nombre que la subversion était terminée depuis longtemps, que toute résistance serait impitoyablement réprimée. Pour imposer cette idée, il fallait recourir à des actes qui marqueraient durablement les esprits. Un chef coutumier serait sacrifié pour l'exemple. La terreur extrême était le moyen le plus efficace à court et à long terme pour dissuader toute fronde. La population rassemblée était silencieuse, tenue en respect par des armes de tout calibre. Les militaires avaient le regard sombre. Tout semblait figé. Les feuilles des arbres bougeaient à peine sous une brise tiède. Seuls les yeux enfiévrés du supplicié étaient encore animés. Ils allaient de gauche à droite, s'arrêtant de temps en temps sur un individu, prenant chacun à témoin. La foule avait reçu l'ordre de faire silence, de bien regarder et surtout que personne ne s'avise de pleurer. La séance qui s'annonçait prendrait un peu de temps, mais pas beaucoup. Une règle avait été mise au point, simple mais délicate à appliquer. Elle s'intitulait « La règle de la soustraction posément accélérée » et consistait à débiter un homme en morceaux de façon à ce qu'avant qu'il ne se vide de son sang, il puisse assister, conscient, au démembrement de son propre corps, son appareil génital dans la bouche.